dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Saviez-vous qu'à seulement 2 heures de Paris et 1 heure de Londres se trouve un havre de paix chargé d'histoire, de gastronomie et de savoir-faire? En plein cœur de la région Normandie, le Calvados offre une multitude de paysages entre bord de mer et campagne, Honfleur et Deauville, forêts verdoyantes et pôle urbain dont la métropole régionale de Caen. Berceau de l'impressionnisme, terre du cheval mais aussi lieu de rencontre pour tous les passionnés de gastronomie, le Calvados est la destination idéale pour retrouver un idéal de vie stimulant, convivial, proche de la nature, tout en restant connecté grâce à la fibre. Alors n'attendez plus pour démarrer votre nouvelle vie dans le Calvados et laissez-vous accompagner dans cette démarche grâce au service Accueil Installe Calvados. Accueil Installe Calvados est un service d'hospitalité gratuit mis en place par Calvados Attractivité, l'agence du conseil départemental du Calvados. Il est ouvert à tous les actifs en recherche de mobilité professionnelle. À travers 5 points clés, il vous facilite et vous accompagne dans votre installation. Vous renseigne et vous fait découvrir votre futur cadre de vie grâce notamment à des itinéraires en autonomie. Vous accompagne dans les démarches d'inscription scolaire et la recherche de modes de garde de vos enfants. Recherche un logement qui vous correspond en mobilisant son réseau de partenaires. Aide à la recherche d'un emploi pour votre conjoint grâce à la mise en relation avec ses partenaires emploi qui favorise l'accompagnement, la diffusion du CV et les rencontres avec le réseau. Recommande également l'offre de loisirs sportifs et culturels selon votre centre d'intérêt pour profiter de votre futur cadre de vie et vous sentir chez vous. Le Calvados vous attend les bras ouverts, alors n'attendez plus et rendez-vous sur leur site internet www.vivredanslecalvados.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Caroline. Après avoir travaillé en finance de marché pendant 15 ans, Caroline est devenue professeure des écoles en éducation spécialisée. Elle est spécialisée dans les troubles du spectre autistique chez les enfants. Elle vient de sortir son premier roman sous le pseudonyme Anna Brunner, Le dernier secret de Zoé, inspiré d'une rencontre avec une élève. Après une prépa commerce et un master en finance, Caroline travaille en finance de marché dans la célèbre banque BNP Paribas. Jeune fille introvertie venant d'un milieu modeste, c'est pour elle un véritable défi de travailler dans ce milieu qu'elle imagine stimulant et où tout est possible. Elle gravit les échelons jusqu'à devenir cadre de direction. Après une quinzaine d'années, Caroline regrette que la dimension politique et managériale prenne le pas sur la dimension technique. Elle sent un décalage entre la posture professionnelle qui lui est demandée et sa véritable personnalité. Elle décide de tout plaquer pour préparer le concours d'enseignant. Caroline devient professeure des écoles en éducation spécialisée. Elle se spécialise dans les troubles du spectre autistique chez les enfants de 7 à 16 ans et travaille en hôpital de jour en structure psychiatrique. Elle va bientôt coordonner une unité autisme en collège. À 46 ans, Caroline ajoute une nouvelle corde à son arc et vient de sortir un roman à suspense psychologique inspiré d'une vraie rencontre avec une jeune élève. On a évoqué sa carrière en finance de marché, les enjeux financiers d'une reconversion après avoir très bien gagné sa vie, les jugements à l'annonce de sa reconversion, les difficultés du métier d'enseignant, comment elle a publié son livre en auto-édition et sa passion pour l'humain. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Caroline. Bonjour Caroline, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, je suis ravie également. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est, ou plutôt quels sont tes métiers actuels ? Actuellement, je suis enseignante spécialisée. Je travaille avec des enfants qui ont des troubles autistiques dans un hôpital de jour. Et je suis par ailleurs auteure d'un premier roman qui s'appelle Le dernier secret de Zoé, qui vient d'être publié. Alors, ton roman, tu l'as publié sous le nom d'ailleurs de Anna Brunner. Et alors, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que tu faisais avant, ta toute première carrière. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier métier ? Oui, alors j'ai commencé à travailler effectivement dans la finance. J'ai fait des études, moi j'avais un parcours, j'avais des envies un peu généralistes. J'avais envie d'être un peu polyvalente, donc je m'intéressais un peu à l'économie. Je me suis dit, je voulais étudier les langues, les maths, mais aussi bien l'économie, la littérature, etc. Donc finalement, j'ai fait une prépa commerciale, une école de commerce, après un master
en finance. Et donc, assez logiquement, après avoir fait mes études en apprentissage, ce qui m'avait permis aussi de tester ça dans une banque, j'ai été embauchée dans la banque, qui était Paribas à l'époque, qui allait devenir BNP Paribas. Et j'ai commencé sur les marchés financiers. C'était ce qui était vraiment ma volonté à l'époque. Bon, moi, je suis une enfant des années 80, donc c'est vrai qu'à l'époque, la finance, c'était un milieu qu'on imaginait jeune, dynamique, où tout était possible. Moi, je venais d'un milieu modeste, mais ce que j'en avais vu dans les films ou dans la littérature me semblait stimulant. Et c'était un peu un défi aussi, puisque j'étais plutôt finalement une jeune fille introvertie, et je me disais, bah voilà, je vais aller dans un milieu de macho, dans un milieu réputé dur, mais je vais y arriver. Et finalement, j'y ai trouvé mon compte. J'ai commencé donc sur le marché obligataire, le marché primaire, c'est-à-dire qu'on travaille avec des entreprises ou des institutions financières qui ont besoin de se financer pour des montants très importants, et donc les banques ne suffisent pas, et on va chercher des fonds pour elles. En tout cas, on les convainc de nous donner le mandat de les accompagner dans cette démarche. Et puis après, j'ai fait j'y suis restée plusieurs années, puis j'ai basculé vers d'autres expériences. Je suis allée dans le monde de l'entreprise, donc je suis allée dans une société, dans une grande foncière qui était cotée, et qui est allée au CAC 40 à un moment, et m'occuper des financements, de la trésorerie, de la relation avec les actionnaires aussi. J'ai fait pendant plusieurs années. C'était une super expérience également. J'ai appris plein de choses, construit pas mal de choses avec des équipes. Et puis je suis revenue dans la banque pour une dernière expérience avant de changer. Et là, j'étais dans ce qu'on appelle la gestion active-passif, donc des choses un petit peu plus techniques de gestion des risques entre l'adéquation des ressources de la banque, qui sont des dépôts souvent à court terme, et des emplois de la banque, qui sont des prêts souvent à long terme, et avec en plus des différences de devises, de taux, etc. Donc tu as fait ça pendant 15 ans quand même. Ouais, oui, Et donc exactement. toi, ce qui te motivait le plus, c'était prouver que tu pouvais le faire un peu par rapport à ton milieu, le fait que tu étais une femme? Alors, c'était pas que ça, c'est-à-dire que vraiment je m'intéressais à l'économie, au fonctionnement des entreprises, à comment elles pouvaient se financer, et puis j'aimais aussi analyser des données multiples. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'étais en entreprise, il fallait savoir ce que c'était que des obligations, des produits dérivés, de taux, des actions, etc. Mais il fallait aussi comprendre le business model de l'entreprise, pourquoi une société immobilière, elle a besoin de se financer pour financer ses investissements, et pourquoi c'est pas malsain, parce qu'il y a l'effet de levier qui permet tant que les marges sont là, c'est intéressant de s'endetter. Il fallait comprendre les impacts fiscaux, comptables des opérations financières qu'on faisait, donc parler avec des spécialistes qui avaient des spécialités très différentes des miennes, et c'était très enrichissant. Donc c'était aussi ça qui m'intéressait. J'aimais la dimension internationale aussi, que ce soit sur les marchés ou en entreprise. J'ai travaillé avec des gens de métiers très variés, avec des cultures, enfin de pays très variés, avec des cultures variées. Et je trouvais ça très enrichissant aussi, et assez stimulant. Et puis c'est vrai que c'est des environnements certes exigeants, mais effectivement, comme je l'ai déjà dit, assez stimulants, dans le sens où on a besoin d'être dynamique, d'avoir des idées, d'être disponible, de se reposer sans cesse des questions, d'analyser des données nombreuses et qui changent régulièrement. Donc c'est tout ça qui m'a plu pendant ces années-là. Et puis j'ai rencontré des gens d'horizons différents, et tous m'ont apporté quelque chose à leur manière. Et comment ça s'est passé quand tu as commencé? Ça correspondait à ce que tu avais en tête? Oui, globalement, j'ai pas eu de trop grosses surprises. Moi, ce qui me plaisait, c'était que c'était, comme je disais, un milieu dynamique, c'était assez jeune, tout le monde avait sa chance et sa place. C'est pas très politique, les salles des marchés, tu tutoies ton patron, qui est le patron d'un plateau de 700 personnes ou 200 personnes. C'est peu hiérarchisé. On a l'impression d'une relative méritocratie quand même, parce que il faut faire ses preuves. Voilà. Après, je savais aussi vers quoi j'allais, c'est-à-dire que c'est pas des métiers où on a une reconnaissance nécessairement pour le travail fait. C'est-à-dire que si tu fais une erreur un jour, t'as beau avoir été la star la veille, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc faut prendre le milieu pour ce qu'il est. Mais si tu le prends comme ça, j'ai pas eu de grosses déceptions, on va dire. Parce que tu dis, voilà, que tu étais introvertie, en plus une femme, est-ce que tu as l'impression que tu as dû te changer? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Alors c'est vrai que j'étais pas forcément
dans mon élément naturel, on va dire, ma posture professionnelle était peut-être un peu loin de ce que j'étais. C'est-à-dire qu'il fallait que je me fasse un petit peu violence pour être un peu plus extravertie que je ne l'étais, c'est certain. Mais je l'ai pas mal vécu, on va dire. C'était aussi une expérience justement ça m'a apporté aussi de sortir un peu de ma zone de confort. Puis je me rendais compte que c'était possible, et c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on évolue beaucoup et assez vite quand on sort un peu de sa zone de confort. Je me souviens que quand j'étais apprentie, je travaillais avec des collègues qui étaient souvent au téléphone, qui parlaient avec des directeurs financiers, et je me disais waouh, comment elles font, c'est tellement dur, j'y arriverai jamais. Et puis finalement 2 ans plus tard, j'étais en salle, j'avais pas un mais 2 téléphones, et je faisais comme tout le monde. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on peut faire plus que ce qu'on imagine. Ouais, faut se lancer. Et toi, tu arrivais à bien gérer le stress? Comment tu vivais un peu cette ambiance? Alors oui, moi j'arrivais à plutôt bien gérer le stress. Je trouve que, ce qui aide aussi, c'est de pas être seul, même si sa responsabilité, on la prend seul. Quand on est en salle des marchés, il y a des gens autour, et on était, plusieurs juniors notamment à commencer. Alors il faut savoir effectivement, quand je disais: «Il faut prendre les choses pour qu'elles sont», quand on commence comme junior, dans les grandes entreprises ou dans la finance et cetera, on est un peu corvéable à merci. Donc on était ceux qui restaient le plus tard le soir. Les seniors partaient vers 9-10 heures, et nous on continuait pour boudiner les présentations pour le lendemain, faire les impressions, tout le menu de travail, on va dire. Du coup, ça crée de la solidarité, donc on se soutient aussi. Et c'est aussi ça qui permet d'absorber la pression, de pas être seul, de pouvoir discuter quand on raccroche de quelque chose d'un peu stressant, de pouvoir toujours avoir quelqu'un autour, de dire: «Oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aurais fait?» Voilà. Bah, alors du coup, ça avait l'air de plutôt bien se passer. Donc tu as fait ça pendant 15 ans. Comment tu as eu le déclic pour te dire, «Bon, c'est bon, voilà, j'ai peut-être fait le tour et j'ai envie de faire autre chose»? Je pense que ce qui a joué, c'est que, au bout d'un moment, quand on monte en responsabilité, parce que c'est un petit peu le jeu de après prendre des responsabilités d'équipe, et cetera. Au bout d'un moment, j'avais l'impression que la dimension politique de la chose prenait le pas sur la dimension technique qu'il y avait au début. Alors c'est un peu logique, c'est-à-dire que la technique, au bout d'un moment, on la connaît, on va pas rester, c'est intéressant de voir d'autres choses. Mais parler métier et passer du temps avec mes équipes pour monter des projets, pour travailler des propositions, et cetera, ça m'intéressait. Mais quand la politique, elle devient vraiment comment on va se partager les profits entre notre équipe et la nôtre, comment on va montrer que c'est nous qui avons mieux travaillé, et où quand il y a un problème, comment on va dire non, mais en fait c'était pas notre faute, c'était la faute des autres, ou alors ils ont dit que c'était notre faute. Ça me pesait beaucoup. Et c'est une part normale du travail, parce que c'est vrai que quand on est dans des métiers où les bonus, les parts variables de rémunération sont assez importantes, il faut défendre nos performances et les vendre. Mais c'est vrai que, comme je disais, je pense que la partie commerciale était peut-être moins naturelle chez moi et moins dans ce qui me plaisait. Quand il s'agissait de vendre l'entreprise pour laquelle je travaillais ou les produits, il y avait pas de souci. Mais quand il fallait en plus vendre son travail, c'était un petit peu lourd. Et c'est vrai que rester jusqu'à tard le soir pour purement mon travail, ça me gênait moins. Mais quand c'était pour vendre mon travail, c'était un petit peu pesant au bout d'un moment. Et c'est ça qui a créé une lassitude, on va dire. Et je me suis dit, bon, si je continue à gravir les échelons, on va attendre des choses de plus en plus politiques de moi, c'est le jeu, et il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai peut-être envie d'aller faire autre chose. Et tu trouvais ça dur justement peut-être de, entre guillemets, «taper» sur les autres équipes? Oui, clairement, mais en même temps, quand les autres équipes tapent, on est obligé de le faire. Donc, Ouais. voilà, c'est pour ça, soit on accepte le jeu, soit, si on n'est pas très à l'aise, on sort du jeu, quoi. Et c'est un peu ce que je me suis dit. Comme je te disais, je pense qu'il faut prendre les conditions de travail telles qu'elles sont. Alors on peut faire bouger les choses à la marge, mais il y a des choses quand on pense qu'on peut pas les faire bouger, qu'on n'est pas trop en accord. Je me disais bon, c'est pas trop moi, ça m'intéresse moins, on va dire. Et comment tu as eu le déclic de te dire: «J'ai envie de faire toute autre chose»? Parce que donc là, tu fais ça pendant 15 ans. En plus, tu gagnes Ouais, plutôt bien ta vie, c'est j'imagine. sûr. Oui, oui, c'est sûr. Comment tu te dis, «OK, j'en ai marre de faire ça», mais voilà, tu aurais peut-être pu faire quelque chose qui ressemblait un peu plus avec, tu vois, des conditions un peu similaires. Comment tu t'es dit: «Bon, j'en ai marre, je peux plus faire ça et j'ai envie de changer pour faire totalement autre chose»? Moi, je crois qu'une des choses qui me guidait à chaque fois dans chaque expérience, c'était d'apprendre des choses nouvelles. Et alors, il y a plein d'autres postes dans la finance où j'aurais pu encore apprendre des choses nouvelles. Mais le jeu, c'est aussi de progresser en hiérarchie et en responsabilité. C'est délicat. Enfin, bon,
ça peut se faire, mais c'est toujours délicat de renoncer, on va dire, à une certaine seniorité quand on l'a eu. Donc là, j'avais pris des responsabilités d'équipe, j'étais montée, etc., cadre de direction, etc. Et je me voyais pas, enfin, je voyais bien que ce qu'on me demandait, ça allait pas d'apprendre de nouvelles compétences techniques très différentes, parce qu'à un moment, il faut capitaliser sur ce qu'on connaît, mais plutôt de continuer, comme je te disais, soit à construire des choses en termes de management ou en termes voilà, de politique. Et ça m'intéressait moins. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant apprendre quelque chose de complètement différent. Et puis, c'est vrai que l'enseignement, c'est quelque chose auquel j'avais vaguement pensé beaucoup plus tôt en sortant de mes études, mais j'avais un prêt étudiant à rembourser, même si l'apprentissage m'avait aidé à diminuer le coût de mes études. Et je m'étais dit non, on va d'abord s'assurer que j'ai les moyens de rembourser mon prêt étudiant et de valoriser cet investissement que j'ai fait dans mes études avant d'y penser. Donc, je l'avais vraiment occulté. Et quand je me suis dit non, j'ai envie de faire autre chose, mais quoi, je me suis dit pourquoi pas aller vers sur ce qui m'intéressait depuis un certain temps, mais que j'avais regardé de très très loin jusqu'ici, quoi. Et comment tu as fait justement pour faire face au gap de différence de salaire? Parce que je sais que c'est bon, voilà, quand on fait des métiers où on gagne énormément comme ça, c'est difficile de se dire je vais passer à un salaire beaucoup moins élevé. Plus modeste, oui. Et surtout, en fait, socialement aussi, c'est Mmh. voilà, quand on a des salaires aussi élevés, du coup, on va dans certains types de restaurants, on porte certains types de vêtements, on a Mmh. certains voilà, tout un cadre de vie. J'imagine aussi que tes amis devaient avoir un peu les mêmes, revenus que vous. En général, c'est Ouais. comme ça, on est avec les personnes, ses Oui. collègues ou donc c'est assez difficile de passer le pas de l'écart de salaire quand, on a construit une vie avec, ces revenus-là. Je parle même pas du prêt immobilier des enfants et tout ça. Ouais, Comment tu ouais. as fait justement pour toi faire face à tous ces enjeux, financiers? Alors, moi, bizarrement, c'est pas, parce que tu as dit 2 choses, il y a le côté financier et puis l'aspect social. L'aspect financier m'a pas trop effrayée pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, j'ai jamais tellement, eu des goûts de luxe ou un train de vie, très luxueux par rapport au salaire que j'avais. Je me souviens même quand j'étais débutante, j'avais un patron qui m'avait dit: «Mais tu sais, tu peux t'acheter des tailleurs dans des boutiques beaucoup plus chères avec ce que tu gagnes maintenant». Et j'avais dû lutter pour lui expliquer que c'était pas ma priorité. Je trouvais ça un petit peu déplacé, voire un peu sexiste d'ailleurs comme remarque. Mais donc c'était pas pour moi, j'allais pas renoncer. Et puis aussi j'avais pas trop de crainte parce que mes parents, comme je te disais, venaient d'un milieu modeste. Ils étaient commerçants et artisans à leur compte. Et j'ai jamais été malheureuse et ils nous ont jamais élevés dans l'idée que il fallait vraiment assurer sa situation financière pour être heureux. Alors évidemment, ils étaient très heureux qu'on fasse des études et ils nous ont encouragés à le faire. Mais je me disais, voilà, moi j'ai été très heureuse avec les revenus de mes parents. Je ferai en sorte que mes enfants soient très heureux, quels que soient les revenus qu'on a. Surtout que j'avais déjà eu une situation qui m'avait permis de mettre de l'argent de côté, d'investir dans l'immobilier. Quand après je suis allée me former, on en reparlera, et que j'ai vu des jeunes qui, au sortir de leurs études, eux se lançaient dans l'enseignement et qui me disaient ah c'est courageux, ce pas financier. Justement, je leur disais non, ce qui est vraiment courageux, c'est de le faire vous comme premier métier, en sachant que voilà, vous avez pas encore mis de l'argent de côté, etc. Donc moi, c'était pas quelque chose qui m'effrayait. En revanche, c'est vrai que l'aspect social m'effrayait un petit peu plus, mais plus sur le côté regard des autres. C'est-à-dire que aussi bien dans mon milieu d'origine, dans les commerçants et les artisans, les fonctionnaires, c'est pas forcément très bien vu. C'est pas vu comme des gens qui sont les plus prône à faire à prendre des initiatives ou à travailler beaucoup, voilà. Et j'avais peur de décevoir un petit peu ceux qui m'avaient poussée, qui étaient tellement fiers de mon ascension sociale. Et puis c'est vrai que, alors là, c'était très amusant parce que quand j'ai dit à mes collègues de la finance que je comptais devenir enseignante, la plupart m'ont dit ah, je comprends, tu veux travailler moins, alors que c'était pas du tout ma démarche. Mais et ça me dérangeait un petit peu de dire non, moi je voulais m'investir autant dans la mesure du possible que je le faisais pour et des besoins, quoi. Ça m'a dérangée. Et chose intéressante, c'est que quand j'ai dit la même chose à mes collègues à Singapour, puisqu'à l'époque je travaillais pas mal à Singapour dans mon dernier poste, la réaction a été complètement différente. C'est-à-dire que j'ai eu des collègues qui n'auraient pas été plus admiratifs si j'avais dit que je voulais me lancer pour devenir avocate ou médecin. Et je trouve que ça en dit long sur ce qu'on imagine et ce qu'on voit, ce que la société française voit des enseignants. C'est-à-dire qu'il y a rien pour personne m'a dit est-ce que tu vas y arriver, est-ce que ça va être difficile. Enfin,
pour tout le monde, c'était quelque chose de facile et un choix de facilité et de tranquillité, on va dire. Alors qu'à Singapour, c'était waouh, bah tu nous tiendras au courant si tu y arrives ou pas. Félicitations, c'est hyper courageux. Je me dis attendez, il a mal compris. Je vais pas devenir médecin, hein, je vais devenir prof. Hein, voilà, je trouvais ça assez révélateur en fait. Que la société donne comme valeur à ce métier-là actuellement. Quoi. Mais bon, ça m'a pas découragée, mais c'est vrai que c'est ce que j'appréhendais peut-être le plus, avec aussi effectivement moi mes propres craintes sur les préjugés qu'on peut avoir sur le métier d'enseignant. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je me disais, j'ai pas envie d'être la fonctionnaire qui ne s'investit pas, j'ai pas envie d'être victime d'une administration qui me laissera jamais choisir ce que je veux, parce qu'on sait que dans l'éducation nationale, on avance, on choisit ses postes, enfin c'est à l'ancienneté, donc c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir pendant 15 ans de s'être battu, de s'être défendu pour avoir les postes qui nous plaisaient. Donc ça me faisait un petit peu peur de dire quelle va être la part de méritocratie dans un système comme ça. Voilà. Et comment a réagi ton mari? Alors mon mari m'a complètement soutenue. Il a dit écoute, si c'est ce que tu sens, il pouvait bien imaginer que ça puisse être quelque chose qui me convienne, parce qu'il il me connaissait personnellement Et donc toi, c'était un peu un rêve d'enfant de devenir maîtresse? Alors pas d'enfant vraiment. J'y ai pensé à plusieurs reprises. Je voulais donner des cours. J'ai parfois donné des cours à côté de mon travail ou à côté de mes études. J'aimais bien ça. Et pour moi, l'école, c'était vraiment quelque chose d'important pour tout le monde et dont tout le monde devrait avoir la chance de bénéficier. L'instruction, la culture. Je garde un excellent souvenir de toutes mes études, de petite à même la prépa ou l'école. J'ai toujours aimé apprendre et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et je trouve que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance aussi peut-être rencontré à certains moments donnés des enseignants qui m'ont donné confiance, qui m'ont porté, qui m'ont guidé, donné les bons conseils. Et je me disais que voilà, ce serait chouette de pouvoir apporter ça à d'autres enfants à un moment donné. Tu penses que tu t'es dit que c'était un peu égoïste tout le monde financier et que tu avais envie d'un truc un peu plus universel, un peu plus, tu vois, dans le partage parce que c'est vraiment que c'est très, très opposé les deux mondes. Je pense que c'est pas tellement que je trouvais égoïste parce que je suis quand même intimement convaincue que chacun a sa place et que c'est important d'avoir des gens qui travaillent pour financer des entreprises et voilà. Donc c'est pas que je trouvais que mon métier n'avait pas de sens, mais qu'il était peut-être un peu loin de ce que j'étais moi et de ce que j'avais envie d'être. Voilà. Et il y avait peut-être un décalage assez fort entre la posture professionnelle qui m'était demandée dans ce milieu-là et ma personnalité finalement. Et tu as eu un événement déclencheur à ton travail où tu t'es dit allez, cette fois c'est bon, je Oui, pars? peut-être un peu, c'est-à-dire que sur le dernier poste que j'ai eu, on m'avait fait venir comme adjoint en me disant, enfin c'était mon N+1 était à la fois le N+1 et le N+2 et enfin en fonctionnel et m'avait dit, «Voilà, je vais lâcher, cette équipe, je l'avais pris parce que ça se passait pas bien, donc viens en adjoint et dans 6 mois, je te laisse le poste et moi je resterai au niveau du dessus». Et puis au bout de 6 mois, il me dit: «Non, parce que le CEO, donc le PDG est pas trop pour, il a pas encore confiance, on va encore prendre 6 mois». Et puis au bout d'un moment, je suis allée voir le CEO et je lui dis: «Comment ça se fait que tu as pas confiance? Est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'on peut voir ce qui voilà?» Et il me dit: «Non, non, pas du tout, j'étais pas au courant, c'était lui qui me disait que tu étais pas encore prête». Donc j'ai eu le CEO a dit: «Bah OK, on va te donner le poste», puisque moi j'y vois aucun inconvénient. Je l'ai eu et puis quand je l'ai eu, j'étais là, bah, je crois que là, j'ai plus la motivation, quoi. J'ai mis 6 mois de plus à l'avoir, alors que j'aurais pu l'avoir 6 mois plus tôt, juste pour des raisons politiques, de personnes qui finalement voulaient garder son périmètre un petit peu plus longtemps. Et j'ai plus eu l'élan pour me relancer. J'aurais dû être contente de me dire, ça y est, j'ai officiellement le titre. De toute façon, en tant qu'adjointe, je faisais déjà pratiquement tout, donc ça me changeait rien. Me suis juste battue pour avoir un titre, alors que je faisais déjà le job. Et je crois que ça m'a coupé l'envie. Ça t'a dégoûté un peu? Ouais, et puis un peu, comme tu disais, peut-être, je n'étais arrivée justement j'avais un peu fini le côté, j'avais des choses à me prouver peut-être aussi. Ouais. Voilà, je crois que j'ai au bout de 15 ans, c'est un peu long déjà, mais mais bon, je dis: «Bon, non, c'est vrai que juste pour se battre, enfin, s'investir à ce point pour ça, non». Voilà. Ouais. Tu penses que tu t'es dit enfin, tu fait la paix avec toi-même un peu: «J'ai pas besoin de me pousser, je peux faire quelque chose, qui me correspond». C'est ça, je me suis dit: «Non, mais je crois que voilà, je sais que je suis capable de faire d'autres choses. Maintenant allons voir ce qui me plaît, peut-être plus encore». Et alors comment ça se passe la formation pour devenir enseignante?
Alors moi, dans mon cas, j'ai fait une démission sèche pour avoir 1 an pour préparer le concours d'enseignant. Parce que je trouvais que c'était mon projet, donc pareil, je voulais le financer, je voulais pas essayer de négocier, voilà, une rupture conventionnelle ou des choses comme ça. Je me suis dit: «C'est mon choix», donc je me suis donné 1 an pour le faire et donc je me suis inscrite c'était un master 1 d'éducation qui prépare au concours et à la fin de l'année, on fait le concours. On peut préparer le concours sans faire le master 1, mais je trouve que c'est une bonne préparation parce qu'elle permet aussi de faire les stages, elle permet aussi de se mettre dans un bain éducation nationale où quand même on te donne un peu les codes et puis on est formé par des vrais professionnels. Donc je me suis retrouvée en master 1 avec des jeunes, hein, moi j'avais 15 ans d'expérience, c'était assez amusant de se retrouver à nouveau dans une paillasse en sciences, chose que j'avais plus fait depuis, des choses comme ça. Et aussi moment de solitude quand tu te retrouves en cours de sport, parce qu'on doit apprendre aussi à enseigner le sport, et quand on vous dit tout d'un coup roulade et que là, et là, je me dis, est-ce que je tente? Est-ce que je vais rester coincée? Et qu'on voit tous les jeunes qui se lancent avec un élan. Mais c'était très sympa de reprendre. Moi, j'aime bien étudier, donc c'était très sympa de reprendre des études. Une année quand même assez studieuse parce que le concours, sur le papier, les exigences sont assez importantes, donc puisqu'on doit passer dans toutes les matières, on se remet au français, aux maths, voilà, c'est pas d'un niveau très élevé pour être. Alors moi, je voulais être professeur des écoles, parce que ce qui m'intéressait, c'était le côté pluridisciplinaire. J'avais du mal à choisir une seule discipline. Du coup, on refait un petit peu de tout. Voilà, moi, je me suis donné 1 an pour le faire. À l'issue de ça, j'ai passé le concours. Ensuite, pendant 1 an, j'étais stagiaire. Donc là, pareil, c'est là que je me suis dit, ah, mais j'avais peut-être pas complètement tort, parce que le classement au concours n'apporte rien du tout dans l'affectation qu'on te met. Il n'y a pas de demande de choix. Donc moi, je voulais des grands. Je me suis retrouvée en maternelle. Il y avait un poste à côté de chez moi. J'étais à l'autre bout de Paris. On n'y peut rien. C'est comme ça. Il faut le prendre comme c'est. Ça fait partie du jeu. Mais voilà, donc après une année à mi-temps encore de formation pendant le master 2, où j'étais à mi-temps entre l'école et le master 2 pour finaliser la formation. Et puis après, voilà, on est lancé dans le grand bain. Juste une petite question, tu dis: Oui. «Je me suis donné 1 an pour le faire» parce que certaines personnes, elles le font en moins longtemps, en plus longtemps? En fait, le concours, on peut le préparer seul potentiellement. Donc, je sais qu'il y en a qui le préparent par le CNED. Il y en a aussi. Bon, moi, c'est vrai que j'avais la chance d'être mariée, donc et d'avoir aussi de l'argent de côté. Donc, je pouvais me permettre pendant 1 an de ne pas avoir de revenus pour m'en consacrer entièrement à la préparation du concours. Mais certaines personnes le font en travaillant à côté. Donc, c'est quand même assez intense. Donc, je trouve que c'est très méritoire, mais c'est faisable. Enfin, il faut savoir que c'est faisable. Parce qu'il faut quel niveau pour passer le concours, du coup? Alors, du coup, il faut un master 1, je crois. Un master 1, OK. Ouais, moi, j'avais déjà un niveau master 2, mais ça n'apporte rien. Et donc après, une fois qu'on le passe, c'est un an d'école, c'est ça? C'est ça, 1 an de stage avant la titularisation, où on poursuit la formation. Il y a des enseignants formateurs qui viennent aussi dans la classe donner des conseils et qui valident à la fin si ils considèrent que les progrès qu'il y avait encore à faire ont été réalisés ou pas. Ça peut arriver que certaines personnes ne soient pas titularisées, mais c'est quand même assez rare. Et alors, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu t'es retrouvée face à une classe? Pas complètement en responsabilité. Je me souviens de mes premiers stages. C'est vrai que c'est surprenant. On finit par plus savoir ce qui est de l'ordre de ce qu'on doit faire et ce qu'on ferait naturellement. Une des choses qui surprend aussi, pour avoir été en contact avec d'autres personnes qui s'étaient reconverties et qui ont lâché l'affaire. Ça leur a pas plu, tout simplement. C'est pas qu'elles ont lâché l'affaire, c'est pas en négatif, mais qui ont été déçues, on va dire. C'est de voir aussi que l'enseignement, c'est pas que du vertical et de la transmission de savoir, mais c'est aussi une grosse part d'éducatif. Et c'est vrai que pour pouvoir, quand on se retrouve la première fois face à des enfants, on peut pas juste réciter un cours et imaginer qu'ils vont rester bras croisés et ingurgiter tout ce qu'on leur dit. C'est pas comme ça. Et je pense qu'on ne soupçonne pas la quantité de réflexion qu'il y a en amont sur comment on va faire qu'ils soient en capacité justement d'acquérir ces compétences et ces connaissances, parce qu'ils sont distraits, parce que le positionnement physique des élèves dans la classe compte, parce que comment on amène le sujet compte, et il y a de la discipline à faire. Et c'est vrai que ceux qui sont déçus par ça, plutôt ça peut décevoir. Ça peut décevoir si on se dit non, moi je suis là pour transmettre du savoir. Non, ça fait partie du jeu aussi de dire il faut trouver les moyens de capter leur attention, de gérer la discipline et toutes ces petites choses à côté. Ouais, puis c'est long, quoi. Quand j'imagine une journée avec 20 à 30 enfants, je me dis
Et c'est là où il y a beaucoup de préparation. C'est que, alors évidemment, quand on a beaucoup d'expérience, il y en a moins et on a ce cliché effectivement de l'enseignant qui travaille pas beaucoup. Mais les premières années, quand on se dit il va falloir effectivement occuper des enfants qui ont une concentration de 10 minutes, 15 minutes, de 8h30 à 11h30, puis de 13h30 à 16h30, il faut prévoir les choses énormément parce que les temps de flottement sont aussi les temps où justement on va perdre leur attention, où il va y avoir des problèmes de volume sonore, de discipline, de concentration, etc. Donc, il faut vraiment beaucoup, beaucoup préparer, savoir très précisément ce qu'on va faire, surtout au début, pour que ça se passe bien. Et après, ça peut se passer bien. Mais si on le fait pas, c'est sûr que ça se passe pas bien, par contre. Ça, Ouais. c'est certain. Et donc, toi, tu t'es spécialisée, donc tu es devenue prof en école en éducation prioritaire. Est-ce que Ouais. c'est un choix? Comment ça s'est passé? Alors, oui, c'était un choix. Honnêtement, au début, il n'était pas guidé, uniquement par des considérations sociales. C'est-à-dire que, comme je te disais, à l'éducation nationale, le parcours, enfin, quand on postule pour un poste dans une école, c'est uniquement au nombre de points qui dépend essentiellement de l'ancienneté. Donc en début de parcours, après mon année de stage, j'avais pas de points, donc j'ai fait, complément des personnes à 80. Donc j'avais 4 cartons. Pendant 1 an, j'avais des CE1 le lundi, des CE2 le mardi, des CM1 le jeudi et des CM1, CE2 le vendredi. Donc ça fait plus de 100 élèves qu'on connaît pas très bien. On commence, c'était très compliqué. Et souvent, les premières années, ça peut être ce genre de situation. Et moi, ça me convenait moyennement parce que je me disais, non, l'idée, c'est quand même de faire un enseignement qui soit adapté aux besoins de chacun, mais ça nécessite de les connaître un petit peu. J'aimerais bien avoir à classe aussi pour construire un collectif, donner une dynamique de groupe, mettre une ambiance sereine d'apprentissage. Et bon, voilà, en faisant des remplacements, c'est pas très possible. Et la seule possibilité que j'avais, c'était qu'en acceptant ce poste avec 4 cartons, ça me donnait un tout petit bonus de points et suffisamment pour avoir une classe à moi, mais en éducation prioritaire. Il ne faut pas rêver, on ne peut pas avoir un poste à soi dans les premières années, dans les beaux quartiers. Du coup, je me suis dit, bon, allons-y, encouragée par une conseillère pédagogique qui m'a dit, non, non, mais vous verrez, c'est très enrichissant. Et j'ai vraiment pas regretté. Et ça, vraiment, j'encourage tout le monde à le voir. Ce qu'il faut savoir, enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que les enseignants qui sont stables dans les écoles d'éducation prioritaire, hein, sont souvent des équipes qui sont très investies et finalement beaucoup plus soudées que dans les autres écoles. Et justement, les problèmes de discipline qu'on peut retrouver partout, les problèmes de comportement, eh ben, ils sont finalement presque mieux gérés parce qu'ils sont gérés par un collectif. Et c'est beaucoup plus efficace vis-à-vis des élèves de savoir que quand il y a un problème en récréation, tel comportement, il n'est admis par aucun des enseignants et que quel que soit l'enseignant qui le note, la sanction sera la même et il sera repris par tous les enseignants. La sanction sera la même, etc. Et quand tout est organisé comme ça, finalement, le climat scolaire peut être parfois même meilleur et plus sain qu'ailleurs. Alors, ça nécessite là encore beaucoup d'investissement des équipes. Mais justement, moi, je suis arrivée dans une équipe, j'étais débutante, on m'a appris plein de choses. On a travaillé énormément en équipe sur des projets. Voilà, et ça a été vraiment une super expérience pour me former. Ouais, il y avait plus un Mmh. cadre en fait. Exactement. On a vraiment défini un cadre pour les élèves et aussi beaucoup de projets, entre classes, beaucoup aussi de réflexions, qui me semble devoir être le cas partout. C'est-à-dire qu'on n'était pas, chacun dans sa classe, quand, mes élèves étaient en sport et que moi je n'étais pas obligée de les prendre, si, j'avais des CP mais qu'il y avait des CM1 qui avaient besoin de soutien pendant ce temps-là, est-ce que je pouvais les prendre, faire, des révisions de lecture ou d'écriture? Beaucoup plus de collectif, au bénéfice des élèves. Une réflexion collective. Et alors, tu t'es aussi spécialisée dans l'autisme. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi et comment c'est venu? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, je crois que j'avais la volonté de travailler avec des plus petits groupes d'enfants et de m'adapter le plus possible à leurs besoins. C'est-à-dire qu'en éducation prioritaire, la première année, j'avais quand même 26 élèves. C'est difficile de les connaître chacun. Il y a une grande hétérogénéité. On a envie de différencier, de donner un travail différent selon le niveau de chacun. Il y en a qui sont quasiment lecteurs en début de CP, il y en a qui ne seront pas à la fin de l'année. Il y en a qui n'ont pas de vocabulaire du tout parce qu'ils arrivent de l'étranger. Il y en a qui ont des besoins particuliers, justement, des difficultés, des troubles ou des choses comme ça. Et on essaye de différencier un petit peu, mais en gros, on peut différencier pour le groupe des très forts, le groupe des moyens, le groupe des faibles, etc. Mais c'est quand même pas très, très personnalisé. Et j'ai eu, comme j'étais en éducation prioritaire, j'ai expérimenté les CP à 12 à un moment, les classes de CP à 12, et je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce que c'est agréable quand même de connaître vraiment ces élèves, de savoir vraiment quels sont leurs points forts
et leurs points faibles, de savoir quel moyen d'apprentissage leur convient le mieux, méthode d'apprentissage leur convient le mieux, etc. Donc ça, c'est ce qui m'a plu dans l'idée d'aller vers l'enseignement spécialisé aussi. Après l'autisme, moi, j'ai pas de raison personnelle, on va dire, hein, mais j'ai croisé des élèves autistes dans les classes et je trouvais toujours très intéressant de voir à quel point chaque élève autiste d'ailleurs est différent. Et on a souvent, là encore, des clichés hein, sur les autistes d'un certain format, les Rainman et compagnie, alors qu'il y en a qui parlent peu, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui sont très performants, il y en a qui sont déficients. Et je trouvais que c'était vraiment une problématique intéressante à essayer de comprendre, on va dire, qui allait vraiment me motiver et me stimuler dans la découverte de chacun. Donc, je trouvais que c'était un beau défi, sachant que j'avais envisagé l'enseignement spécialisé dans différentes spécialités parce que je trouvais, comme je l'avais dit au début, hein, pour moi, l'école, c'est vraiment quelque chose d'important pour chaque enfant, que chacun puisse apprendre des choses. Je trouve ça fabuleux. Et j'avais, depuis le début que j'étais rentrée dans l'enseignement, l'idée de travailler peut-être avec des enfants malades. Je m'étais peut-être dit à l'hôpital avec des enfants qui ont des maladies invalidantes ou des choses comme ça. Et puis finalement, c'est un peu le hasard et les parcours et les rencontres qui m'ont amenée vers l'autisme. Et je me suis dit, oui, ça aussi, c'est quelque chose qui nécessite de s'adapter et qui peut être intéressant. Et puis, comme toujours, j'aime bien aussi découvrir des milieux et des personnes différentes. Et aller en hôpital, c'est aussi travailler avec des médecins, des psychologues, des infirmiers, des éducateurs. Qui ont une connaissance un autre regard hein, sur l'autisme que juste comment on apprend à lire, à écrire et à compter et à apprendre à des enfants avec autisme. Donc je me disais que ça allait être intéressant aussi de confronter nos points de vue. Alors, comment se passe la formation? C'est une formation comme à l'école de médecine? Non, alors c'est une formation qui est c'est par les INSPE. Enfin, il y a plusieurs organismes qui la dispensent. Moi, je l'ai fait dans les INSPE, donc c'est les organismes de formation à l'éducation qui forment les enseignants, on va dire. Mais il y a aussi l'INSHEA, qui est l'Institut national des hautes études pour l'enseignement adapté, qui dispense cette formation. Ça s'appelle le CAPEI, donc le certificat d'aptitude aux pratiques professionnelles de l'école inclusive. Dans le CAPEI, on nous apprend à nous adapter aux besoins, enfin aux enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors il y a différentes spécialités. Il y en a qui les font pour les enfants malvoyants, pour les enfants, pour les déficits auditifs, pour les problèmes de comportement, voilà. Et donc moi j'avais choisi la spécialité autisme. Et c'est une formation que j'ai faite. Donc là j'étais à mi-temps sur un poste support, donc où j'étais déjà en hôpital avec des enfants autistes et à mi-temps en formation. Donc il y a parfois un petit problème d'ordre parce que la première période j'étais déjà avec les enfants avant ma formation, mais bon, on est quand même accompagné. Il y a des professionnels, des formateurs qui viennent dans la structure pour nous aider, nous donner des conseils. Et c'est une formation que j'ai trouvée très enrichissante parce que elle nous apprend finalement à évaluer les besoins d'un enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un enfant a besoin pour être en capacité d'apprendre. Pas juste est-ce qu'il a besoin de revoir l'addition ou la multiplication, c'est comment cet enfant-là, il est capable d'apprendre la multiplication, ou comment cet enfant-là, on va faire en sorte qu'il entre dans l'écriture. Alors évidemment, entrer dans le langage ou dans l'écriture ou dans la lecture pour un enfant avec autisme, c'est particulier, mais cette démarche-là, je trouve qu'elle est enrichissante pour tous les enfants et presque pour tous les enseignants. Elle est utile de savoir comment s'adapter à chaque enfant, parce que chaque enfant est différent. Après, avec la limite que quand on en a 30, évidemment, on ne peut pas aller... Et comment ça se passe? Et c'est toi qui fais ce choix? Est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce que la rémunération, c'est toujours la même quand tu es en formation? Comment ça se passe comme si on a envie de se spécialiser comme Alors, ça? oui, c'est moi qui ai fait le choix. J'ai demandé à mon inspection «l'accord» entre guillemets. Je pense que, on peut peut-être pas le demander, dès qu'on vient d'arriver, voilà, mais, en général, ça s'obtient facilement dans la mesure où de toute façon, on manque d'enseignants partout. Dans l'école, dans les classes ordinaires, dans l'enseignement spécialisé, donc voilà. Donc c'est moi qui ai demandé cette formation et après la rémunération ne change pas. Après, selon les structures, il peut y avoir des petites primes, mais de même qu'on a quelques primes au bout de quelques années dans l'enseignement spécialisé, mais c'est très marginal, ça change pas la face de nos revenus. Donc non, globalement, c'est à peu près identique. Et il y a pas, à mon sens, il y a pas vraiment de sélection. Peut-être que selon les parcours, si vraiment ça semblait pas cohérent ou que la demande... Alors si, il y a des prérequis dans certaines spécialités, c'est-à-dire qu'effectivement, pour aller avec des enfants déficients visuels, par exemple, il faut connaître le braille, la langue des signes pour les déficients auditifs, etc. Aujourd'hui, du coup, tu travailles à l'hôpital de jour. Comment ça se passe?
Alors, c'est des enfants qui sont soit, scolarisés à mi-temps dans une classe, ordinaire ou d'une classe, ce qu'on appelle Ulysse, donc déjà, un peu spécialisée, dans une école en tout cas, et qui à mi-temps viennent à l'hôpital de jour pour des soins, soit des enfants qui ne sont pas scolarisés du tout pour ceux qui, voilà, qui n'ont pas la possibilité actuelle, d'être reçus, au milieu des autres enfants. Donc ils viennent à l'hôpital de jour essentiellement pour des soins, donc ils sont avec des éducateurs, des, infirmiers, des psychologues, qui vont leur proposer des activités qui vont leur permettre de travailler sur leurs difficultés. Et ils ont des petits temps de classe au sein de l'hôpital. Donc pour ceux qui ne sont là qui n'ont pas de classe à côté, c'est vraiment moi qui construis tous leurs enseignements. Et pour ceux qui ont de la classe à côté, mon rôle c'est aussi de faire le lien avec les enseignants qui les ont à mi-temps, de dire ce que nous on constate, éventuellement échanger sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, aller les observer aussi. Et c'est très enrichissant d'avoir différents points de vue et de les voir dans différents contextes parce que quelquefois, ils nous donnent des choses à voir à l'hôpital, ils nous donnent à voir des choses qui sont très différentes de ce qu'ils peuvent donner à l'école. C'est-à-dire que l'école peut les stimuler, le fait de voir des camarades qui font certaines choses, on va les voir, on dit ah bon, mais il fait ça, mais chez nous, il fait pas ça, hein, il nous montre pas ça. Et puis à l'inverse, des fois, on voit des enfants qui sont en très grande difficulté à l'école et dans ces cas-là, ça peut être bien de reparler tous ensemble avec les professionnels, les médecins, les parents et de se dire peut-être qu'il faut diminuer un petit peu le temps scolaire actuellement parce que c'est vraiment trop difficile et trop intense pour lui et augmenter un peu le temps d'hôpital. Et puis inversement, on a des belles progressions d'enfants quelquefois où on se dit finalement à l'école ça se passe super bien et il faut faire attention à ce que les pathologies des autres qui seraient plus lourdes ne les tirent pas vers le bas à l'hôpital de jour et donc remettre un peu plus de scolaire. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que j'ai eu la chance d'être dans une structure où les médecins voient vraiment le scolaire comme un levier et comme un objectif parce que l'école c'est la normalisation et du coup ils nous donnent notre place en tant qu'enseignants pour notre avis est à prendre en compte pour l'évaluation de l'enfant et de ses perspectives d'évolution. Et c'est super intéressant. Je savais pas du tout qu'il y avait toutes ces étapes en fait avant d'être entre l'hôpital et l'école. En fait, j'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir comme ça des classes à l'hôpital spécialisé. Comment ça se passe pour toi de travailler dans un hôpital? Parce que c'est un cadre qui est totalement différent. Ouais. Comment tu te sens dans ce nouvel environnement plus médical? Moi, là, c'est comme un hôpital de jours, pour enfants, en tout cas et adolescents, c'est un hôpital, psychiatrique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de soins médicaux. Il y a des infirmières sur place et cetera, mais je dis psychiatrique parce que, on a sur une demi-journée des autistes, si je veux être précis, et sur une demi-journée des enfants qui ont des troubles psychiques. Mais du coup, il y a pas le côté médical qui est très pesant. C'est vrai que quand je suis arrivée, comme c'était post-covid, tout le monde avait les blues, donc ça, c'est vrai que ça m'a donné une posture qui était un peu différente parce que, je me disais: «Ah, ça, c'est pas mon métier» et d'ailleurs les enfants, s'y retrouvaient pas. Ils disaient pourquoi t'es une maîtresse et t'es en blouse, toi, c'est pas normal. Donc quand on a pu la retirer, c'était pas mal, je pense pour eux, pour nous différencier des personnels médicaux. Mais non, j'ai pas trouvé ça perturbant. Et par contre, ce qui est extrêmement confortable, c'est d'avoir des professionnels à côté de soi qui, eux, sont du milieu médical et qui connaissent les enfants sous d'autres aspects, parce que quand il y a des problèmes, des crises autistiques très fortes et qu'on ne sait pas forcément gérer les enfants, il y a à côté des professionnels qui vont pouvoir nous aider. On n'est pas isolé comme ça peut arriver à l'école, ça peut arriver dans les classes, hein, d'avoir des enfants qui ont des moments où ils sont pas bien et on est parfois un petit peu dépourvu. Là, on a toujours à côté de soi des professionnels qui vont pouvoir venir soit simplement nous donner un regard qui est de dire oui, mais il y a quelque chose qui l'a contrarié avant, toi t'étais pas au courant, mais voilà d'où vient le problème, ou simplement extraire l'enfant de la classe pour que les autres puissent travailler. Donc ça, j'ai trouvé ça très confortable. Ça, c'est important d'échanger les regards de professionnels, surtout que ce ne sont pas tous des enfants qui vont, eux, nous donner par la parole les éléments qui vont nous aider à les comprendre. Donc, Et alors, justement, ça t'a inspiré, ton livre, puisque donc dans ton livre, c'est la sœur, d'une personne autiste et c'est inspiré par une rencontre, que tu as faite avec une collégienne. Donc ton livre s'appelle «Le dernier secret de Zoé». Je mettrai le lien d'ailleurs pour les auditeurs, qui voudraient le commander. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre, puis nous parler un peu de comment tu as écrit ton livre et puis, voilà, comment ça s'est passé, la sortie de ton livre? alors, la rencontre qui a inspiré le dernier secret de Zoé, c'est plus une ancienne élève, quand j'étais, en école, en fait. Puisque le point de départ de l'histoire et de l'histoire, vraie et de l'histoire, du roman, c'est une petite fille, qui un soir, de week-end appelle son enseignante à l'aide parce que sa maman est en danger et qu'elle a trouvé le numéro de téléphone de l'enseignante, dans le téléphone de sa maman parce qu'elle l'avait donné, lors d'une sortie. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait en tant qu'adulte quand un enfant, appelle à l'aide comme ça? Forcément, on tend la main
Et dans le livre, c'est jusqu'où cette main tendue va emporter l'héroïne vers quelque chose qui peut être plus dangereux qu'elle ne l'imaginait, et au point de plus tellement savoir d'où vient le danger. Donc ça, c'est l'histoire du thriller. La rencontre, je ne veux pas trop en parler pour pas trop parler de l'élève, mais voilà, c'était effectivement une petite fille très touchante qui s'inquiétait beaucoup pour la santé de sa maman, pour les conditions de vie qu'elles avaient. C'est des expériences qu'on a parfois en tant qu'enseignant. Et le personnage de la sœur de Claire qui est autiste, alors là, c'est pas vraiment une personne en particulier qui me l'a inspirée, c'est un petit peu la synthèse de différentes personnes que j'ai pu connaître avant ma spécialisation, pendant ma spécialisation. Je pense que c'est un peu de manière inconsciente, j'ai mis ce personnage-là dans l'histoire. Après, tu me demandais comment tout ça est venu. C'est vrai que j'avais vécu cette expérience qui avait été assez intense avec cette petite fille et sa maman, et avec un dénouement, alors là je peux pas le raconter, mais qui avait été quand même assez inattendu. En y repensant, j'y repensais beaucoup, puis je me disais mais c'est incroyable, il faudrait le raconter. Et puis je me disais mais en fait ça c'est même tellement incroyable que il faudrait l'inventer. C'est pas un documentaire qu'il faudrait faire, il faudra raconter une histoire. Et moi j'aime bien me raconter des histoires, j'adore raconter des histoires aux autres, et j'aime bien m'inventer des histoires dans ma tête. Et en fait le roman il est né d'abord dans ma tête, c'est-à-dire que je me disais mais quelle histoire ça pourrait donner. Alors ce serait pas Paris, mais ce serait ailleurs. Alors quelle ville serait propice à ce qu'il y ait telle et telle menace, et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme intrigue secondaire, parce que dans un roman il n'y a jamais qu'une seule intrigue. Et puis comment on pourrait enrichir les personnages. À force de me raconter cette histoire dans la tête, je suis allée de plus en plus loin, et je me suis prise au jeu en fait. Et un jour j'ai pris mon ordinateur, je suis allée dans une bibliothèque et je me suis dit mais est-ce que je suis capable de l'écrire. Je me suis dit allez, j'essaye. J'ai écrit le prologue, et c'est à peu près la seule chose de mon roman que j'ai pas réécrite 25 fois. C'est ce premier jet qui m'a donné confiance en me disant allez, si c'est sympa, t'aimes ça t'amuse, donc vas-y, pourquoi pas essayer quoi. Et puis c'est vrai que après je me suis prise au jeu, et j'ai vraiment adoré réfléchir. Alors c'est vrai que je suis amatrice de tout ce qui est roman à suspense, thriller, psychologique, etc. Et de comment distiller les indices ou les faux indices dans une histoire pour que le suspense soit maintenu, comment créer des personnages et réfléchir et se les décrire et les avoir pareil en tête dans les moindres détails, même si finalement on dit pas tout dans le roman, mais moi je les connais, je sais comment est leur intérieur, comment tu tournes à droite en rentrant chez eux, quelles études ils sont faits, même si personne ne le sait dans le roman. Moi je me suis vraiment créé un monde. et et puis j'ai fini par écrire ce roman qui est sorti donc en mai sur Amazon. Et tu penses qu'il y a un côté un peu exutoire de, tu vois, peut-être des choses assez bouleversantes que tu vis, et tu vois, tu as besoin d'écrire pour un peu libérer, tu vois, tout ce que tu peux vivre au quotidien? Je pense qu'au départ, oui, certainement, puisque j'avais jamais eu ce déclic. J'ai toujours aimé écrire, inventer des histoires, comme d'autres. J'ai écrit dans des journaux étudiants ou adolescents, etc. Mais oui, je pense que le déclic, il est venu d'un besoin de prendre du recul aussi, peut-être par rapport à ce que j'avais vécu. Mais après, c'était vraiment devenu du plaisir. Je pense que j'aurais pu m'arrêter en cours de route si ça n'avait pas été plutôt une découverte après que je prenais vraiment du plaisir à écrire et à construire l'intrigue et à construire des personnages. Et comment tu as fait? Tu l'as fait en auto-édition ou tu as trouvé un éditeur? Non, alors je l'ai faite en auto-édition. Je connaissais pas du tout ça, par le passé. Ce que j'ai fait, c'est, honnêtement, quand je l'ai eu fini, alors il était pas vraiment aussi abouti fini qu'il est maintenant, mais il y a peut-être 2 ans, j'avais envoyé, à 3-4 maisons d'édition comme ça, au hasard. Il était pas, très au point à mon sens maintenant avec le recul, mais j'avais tenté ma chance, et la seule qui m'avait donné une réponse qui était pas complètement négative m'avait dit: «Il est un petit peu court, il faudrait rajouter», alors c'était en mots mais ou en signes, mais c'était l'équivalent de 70 pages. Et moi, mon histoire, elle était construite et je me voyais pas rajouter 70 pages parce que je suis pas du tout un auteur qui prend des plaisirs à écrire des descriptions de 50 pages. Je ne suis pas Victor Hugo. Et je me disais, non, je vois pas comment déplacer. Moi, mon truc, il était dans ma tête, il était millimétré. Je voyais pas. Je me suis dit, bon, tant pis, j'abandonne ça. Et je l'ai laissé dans un coin, ce qui est pas plus mal d'ailleurs pour le relire et l'améliorer. Parce que quand je l'ai repris, je me suis dit, en même temps, pas étonnant, parce que franchement, il y a encore du boulot. Donc je l'ai retravaillé, et après j'ai commencé à regarder, et j'ai découvert le monde de l'auto-édition, les possibilités, et je me suis dit pourquoi pas, après tout il y a pas grand chose à perdre parce que là à part du travail, il y a pas d'investissement financier. C'est une sacrée découverte, c'est un peu c'est presque de l'entrepreneuriat finalement, l'auto-édition, parce qu'on fait tout soi-même. Alors moi ça m'a bien plu parce que moi qui aime bien la polyvalence, il faut absolument tout faire, c'est-à-dire que
du moment où je me suis dit: «Tiens, et si je l'auto-éditais?» Je me suis fait, une relecture vraiment, comme l'aurait fait l'éditeur. C'est-à-dire que l'orthographe, il faut absolument rien rater. Donc je me suis un peu formée, au tiret quadratin et semi-quadratin, pour la mise en page et et les polices et les choix des polices et la mise en page et la couverture aussi. Alors ça m'a beaucoup amusée, moi, de me dire: «Tiens, je vais me lancer dans la réalisation d'une couverture», regarder un peu les logiciels qui permettaient de faire ça. Voilà, construire aussi du coup une identité un peu visuelle pour le livre, pour, l'auteur, puisque je me suis trouvé un nom d'auteur qui est donc Anna Brunner. Et puis après, alors moi je l'ai fait sur Amazon. C'est absolument, hormis, ce travail-là, c'est absolument trivial ensuite de mettre son livre sur Amazon. Si on veut avoir un tout petit peu de visibilité, il y a quand même une autre casquette qu'il faut prendre tout d'un coup, c'est le marketing. Parce qu'il y a des milliers de livres et des milliers tous les jours de nouveaux quoi, qui arrivent, peut-être dans les nouveautés pendant un jour ou deux, et puis après on peut très bien, passer, aux oubliettes pour l'éternité. Donc si on veut quand même être un petit peu vu et connu, il faut faire un petit peu de marketing, et ça, j'ai complètement découvert. Alors, sur internet, on trouve plein de sites qui vous expliquent comment faire. J'ai découvert les réseaux sociaux, et en fait, c'est vrai que quand j'étais jeune, c'était la presse, papier ou la télé qui nous disait, ce qu'on allait pouvoir trouver en librairie ou en bibliothèque. Et j'ai découvert qu'il y a des bookstagrammeuses et des booktokeuses qui font des revues littéraires absolument super, qui sont hyper enthousiastes, hyper ouvertes, et j'ai vraiment, découvert, une communauté, que je ne soupçonnais pas. Et moi qui suis un peu plus âgée qu'elle pour la plupart, je dois dire que c'est assez, rassurant de se dire qu'il y a dans la jeunesse des gens qui aiment la littérature, qui ont des communautés sur les réseaux sociaux qui sont pleines de bienveillance, et qu'on peut toquer à la porte en disant: «Voilà, je viens de sortir un roman, je suis pas connue, est-ce que, j'ai regardé un peu ce que tu lisais, je pense que ça pourrait peut-être te plaire, est-ce que tu veux jeter un œil? Tu peux lire le prologue, gratuitement sur internet», et puis, voilà, et on en reparle, et puis bon, finalement comme ça, ça a fini par prendre un petit peu, quoi. Et l'auto-édition, donc comment ça se passe? C'est tu uploads ton PDF sur Amazon et en fait, c'est imprimé à chaque commande, non? C'est ça? Exactement. Alors il y a 2 formats. Tu peux le faire même sans impression du tout si tu veux. À ce moment-là, c'est même pas un PDF, c'est un Word ou un EPUB, pour que ce soit un e-book. C'est-à-dire qu'il y a l'e-book en ligne sur Amazon, et les gens peuvent acheter l'e-book, et ceux qui ont les abonnements, peuvent même les lire, en ligne gratuitement. Et puis tu peux mettre effectivement un PDF prêt à l'impression, donc c'est là où il faut pas se rater sur, la tranche de la couverture pour que ce soit parfait quand c'est imprimé, et c'est en impression à la demande, ce qui permet de ne pas, déforester, pour rien, si jamais tu ne vends pas, donc ça, c'est pas mal. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est vrai C'est assez que, en fait, incroyable. ouais, de Mmh. se dire qu'on peut faire son livre, sur Amazon comme ça, c'est je trouve c'est vraiment génial ce côté, tout le monde peut le faire, en fait. Exactement, et c'est vraiment ce qui m'a, parce que moi je savais pas trop si je voulais me lancer ou pas. C'est mon mari et mes enfants qui m'ont dit: «Si, si, vas-y, vas-y, vas-y», et j'en avais parlé à personne. Alors de même que quand j'ai passé de la finance à l'éducation, j'avais eu un peu peur de le dire à mes parents, j'avais peur de les décevoir, donc je l'ai dit à la fin de mon préavis, tellement j'avais peur de le dire. Bah là, pareil, j'en avais parlé à personne, mes parents, mes amis, personne n'était au courant que j'avais, écrit ce livre à part mon mari et mes enfants, et ils m'ont dit: «Si, si, vas-y, vas-y, vas-y», et puis, c'est en fait ce qui a fait le déclic, c'est que là, je vais encore changer de poste à la rentrée, je vais quitter l'hôpital, et je me suis dit: «Waouh, je vais me réinvestir dans un truc, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais». Donc je le mets, et puis au moins, mes parents, mes amis, pourront le télécharger, c'est pratique, ça coûte pas cher, voilà, ça fera au moins plaisir peut-être à certaines personnes. Et puis après, quand j'ai vu que ça plaisait un peu, je me suis un petit peu pris au jeu. Je me suis dit: «Bon allez, on va essayer de jouer un peu le coup du marketing pour voir si ça plaît un peu plus et avoir un peu plus d'avis». En tout cas, je mettrai le lien pour les auditeurs qui voudraient le commander. Toi, tu t'es reconvertie déjà plusieurs fois, en plus, tu es un peu en pleine reconversion. Voilà, si ça prend, peut-être tu pourrais devenir, auteur à temps plein. Quel conseil tu donnerais justement, pour les auditeurs qui hésitent à se reconvertir? Ben, moi, je pense qu'il faut connaître, bien se connaître évidemment, bien se renseigner, et être lucide sur, les plus et les moins de là où on va, et être certain d'accepter les plus comme les moins. Comme je disais, tout n'est pas tout rose à l'éducation nationale. J'avais des a priori, certains se sont révélés, vrais, certains se sont révélés faux, mais je savais que, enfin, ou en tout cas, j'étais prête à supporter les choses qui étaient peut-être un peu moins bien, voilà. Donc je pense qu'il faut être assez lucide, rien n'est rose de chaque côté. Je crois qu'aussi, comme tu le disais, hein, quand, ce qui bloque certaines personnes, des fois, c'est l'aspect, financier ou l'aspect social.
et que j'ai l'impression que, pour en parler, parce que souvent les gens me disent: «Ah c'est bien, j'aimerais bien mais», et il me dit: «Mais quoi?» Et finalement, c'est pas forcément un manque de confiance en soi, parce qu'il y a des gens qui ont tout à fait confiance en leurs capacités, mais c'est un manque de, enfin, il faut avoir confiance, je pense, dans sa capacité à s'adapter et à rebondir en cas d'échec. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Il y aura peut-être des choses qui vont nous plaire, d'autres moins. Ça va peut-être marcher un certain temps et puis au bout d'un moment, on en aura assez. Mais je pense qu'il faut se dire, en tout cas moi, maintenant que j'en ai fait plusieurs des reconversions, je me dis, c'est ce qui a fait que j'ai osé me lancer dans l'édition, c'est que si ça marche pas, ben c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave, je peux repasser à autre chose, je peux revenir en arrière. Alors là, c'est particulier parce que c'est quelque chose qui est à côté, mais même si quand on change de métier, même si on sait son gagne-pain, on peut toujours revenir en arrière. Et je pense que pour évaluer la réussite d'une reconversion, il faut à la fois se donner du temps. Parce que moi, si j'avais évalué ma reconversion en éducation l'année où j'avais mes 4 cartons, franchement, je me serais dit: «C'est pas vraiment ça que je voulais, quoi». J'ai l'impression de pas connaître mes élèves, mes cours, je les prépare, à la dernière minute. J'ai pas le temps de les approfondir comme je voudrais, j'ai pas le temps de monter des projets à côté, voilà. Et en se donnant le temps, en ajustant, on peut toujours aussi, réajuster son parcours. Faut avoir confiance aussi dans sa capacité. C'est s'adapter à ce qu'on avait prévu, mais aussi adapter ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que, finalement, j'avais pas forcément prévu que c'était dans l'éducation prioritaire que j'allais m'éclater le plus, et c'est ce qui s'est passé. J'avais pas forcément prévu que j'allais me retrouver dans un hôpital, même pas du tout. En tout cas, pas dans un hôpital pour enfants autistes, peut-être dans un hôpital pour enfants malades, mais finalement, c'était ce qui me convenait, je pense. Donc voilà, c'est se donner un peu, enfin voilà, avoir confiance dans sa capacité à s'adapter et à rebondir si ça ne marche pas comme on le voulait. C'est ce qui va donner, je pense, le courage de franchir le pas. Et puis pour évaluer, comme je disais, si c'est réussi ou pas, au-delà de se donner du temps, je pense que ce qui fait que moi je suis contente d'avoir fait, ces évolutions, c'est que j'ai l'impression que la posture professionnelle qu'on attend de moi actuellement, elle est plus proche de ce que je suis. Actuellement en tout cas, parce qu'on évolue aussi. C'est-à-dire que, comme je disais au début, j'ai beaucoup appris dans la finance, mais j'étais peut-être un petit peu moins moi. Alors on peut jamais, c'est pour ça que je parle de posture, parce qu'on n'est jamais complètement soi. On ne peut pas être complètement soi dans un métier. On a forcément une posture à prendre. Mais ma posture d'enseignante est pas très loin de ce que je suis, et ça me demande pas un effort ou un décalage trop important. Et du coup, c'est facile et c'est agréable. Ouais, c'est marrant parce que je sais que moi, justement, quand j'étais avocate, une fois, on m'avait dit que j'étais out of the box, tu vois? Parce que je correspondais pas du tout, et c'est vrai que parfois, enfin, moi, j'avais aussi le sentiment de me forcer, parce que les cabinets d'avocats, même quand je vois des photos, tu vois, des salles de réunion, ça m'angoisse, tu vois? Le côté très lisse, austère, et c'est vrai que parfois, il y a des choses qui nous correspondent pas, quoi. Alors, dernière question sur la question que je pose à la fin, tu y as déjà un petit peu répondu par anticipation, mais c'est quoi pour toi une reconversion réussie? Ah oui, j'ai déjà répondu là, mince. Non, je dirais c'est une reconversion, qu'on ne regrette pas. C'est-à-dire, peut-être que où on se dit, «J'ai appris des choses», et quand on a appris quelque chose, on n'a rien à regretter. Donc ça peut être apprendre des choses sur soi, apprendre des choses, des compétences, hein, aussi, ou des connaissances, mais à augmenter justement sa confiance dans sa capacité à rebondir vers d'autres choses, si on le souhaite. Et puis les rencontres aussi. C'est peut-être quelque chose dont j'ai pas parlé, mais c'est vrai que, quand j'essaie de me souvenir de chacune des périodes, je me souviens pas très précisément, du, mandat qui m'avait donné énormément de joie, telle année, mais par contre, je me souviens des rigolades avec les collègues qui nous avaient permis de déstresser après, des semaines de nocturnes où on est rentré chez nous à minuit, ou je me souviens de projets que j'ai montés avec des collègues dans des classes. Et j'ai l'impression que c'est surtout ça qu'on retient. Donc une reconversion où on a fait des belles rencontres, c'est aussi, une reconversion réussie. Ouais, c'est un beau message en tout cas. Un grand merci Caroline, donc je mettrai le lien, de ton site internet, tes réseaux sociaux, Merci beaucoup. et pour commander ton livre. Un grand merci pour, tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube, et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis.
C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.